Hélène Buzetti, Michel David, Chantal Hébert, bonsoir. 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 Un petit mot sur les négociations. Je fais entendre Bernard Drinville et M. Legault. Ça va bien, disent-ils, avec les enseignantes. Ça, c'est nouveau d'aujourd'hui. Ça va moins bien avec la FIC. On écoute. Je m'accroche à la déclaration de Mme Hubert de ce matin qui a reconnu qu'il y avait du mouvement aux tables, et donc on espère que ce mouvement-là va faire en sorte qu'ils vont suspendre la grève. C'est ça l'espoir que nous avons. Je souhaite qu'on conclue des ententes le plus vite possible. Je trouve que ça va bien avec les enseignants. Avec les infirmières puis la FIC, c'est plus compliqué. On n'arrivera jamais à améliorer les services en santé si on n'a pas de la flexibilité de la part du syndicat de la FIC. Plaidoyer, encore une fois, on y revient, pour la flexibilité dans le réseau de la santé. Mais pour les enseignantes, un appel donc, est-ce que ce soir, on va apprendre, ou demain matin, que la FAE suspend sa grève illimitée? Peut-être, tour de table, Hélène. Oui, écoutez, la réalité, c'est que nous ne sommes pas aux tables de négociation. Alors, on doit s'en remettre à ce que les partis nous disent et on est évidemment manipulé par les déclarations de part et d'autre. Je m'interroge simplement sur ce mouvement du côté de la FAE. Est-ce que l'absence de fonds de grève commence à peser dans la balance? On apprenait aujourd'hui dans Le Devoir, par exemple, qu'il y a des enseignants qui commencent à offrir sur les réseaux sociaux du tutorat ou en tout cas de l'accompagnement, même du gardiennage à des élèves, voire même leurs propres élèves, et que, bon, certains les comprennent, d'autres grincent un peu des dents, se demandent si c'est un geste de solidarité, mais bref, tout ça s'explique par le fait que certaines des grévistes ont des obligations financières et qu'ils ont peut-être de la difficulté à les rencontrer en l'absence de cachets de grève significatifs. Alors peut-être, je dis bien peut-être, mais encore là, je ne suis pas derrière les tables, peut-être que ça joue un petit peu là, dans la dynamique. Parce que, Michel, on en lit ici et là, on en voit sur la rue, il y a des membres de la FAE qui, assez ouvertement, disent... On s'interroge, je vais dire ça comme ça, sur la stratégie d'illimiter comme premier coup de semonce, là, Michel. Ben oui, et écoutez, la FAE, c'est le maillon faible, si je peux dire, là, de l'ensemble des syndicats qui sont en égo ou en grève. Et le gouvernement, je pense, l'a bien identifié. Et pour les raisons qu'Hélène a dit, c'est difficile de faire une grève, même quand on a un fonds de grève. Quand on n'en a pas, ça devient vite difficile à supporter. Maintenant, pour le gouvernement, voyant ça, s'ils peuvent trouver d'une manière ou d'une autre, parce qu'on n'est pas aux tables, on ne sait pas sur quoi porte ce mouvement-là, est-ce que ça touche les salaires? Est-ce que c'est simplement la composition des classes? Enfin, on n'en sait rien. Mais s'il pouvait y avoir une entente avec la FAE, bien ça pourrait servir de levier pour les autres. Là. Il est clair, on entend M. Legault qui ne compte pas sur la FIC là, pour faire une brèche. C'est la FAE qui est le plus vulnérable. Et aussi, il faut bien le dire, il y a quand même une urgence pour les enfants. Il y a près de 400 000 enfants là, qui risquent de subir des conséquences plus ou moins grave selon le temps que ça va durer. Mais il y a une urgence qui est plus évidente, disons, que dans le cas des autres employés. Parce que les parents ne savent plus quoi faire pour occuper les enfants. Ça fait 2 semaines, là, Chantal. Oui, j'ai entendu pour la première fois sur la banquette arrière de mon auto. Ce serait bien de retourner à l'école. On est passé de vivre la grève à ce serait bien de retourner à l'école. Ça dit tout. Normalement, on n'arrête pas un mouvement parce que ça enlève de l'élan. Mais une grève, c'est complètement différent. Et suspendre un mouvement de grève pour une semaine, ça augmente la pression plutôt que de la réduire. Pourquoi je dis ça? Parce que ça permet aux professeurs, entre autres, de se refaire un petit peu une cagnotte. Noël s'en vient. Mais en plus, ça permet aux parents de se dire... Il faut maintenant que le gouvernement règle pour qu'on ne retourne pas en grève. Alors, je ne sais pas, moi, ce que la FAE va décider, mais c'est clair que la décision d'aller en grève de façon illimitée fait que la semaine prochaine, il y a des gens qui vont avoir un salaire et qui vont être en grève la semaine suivante, tandis qu'eux vont sécher sur les lignes de piquetage en attendant les autres.
Mais il va peut-être se poser un problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment, même si la FAE suspend sa grève, à partir du moment où les autres employés, dont plusieurs sont des employés de soutien dans les écoles, la FAE ne franchira pas, je pense, les lignes de pitage. Alors, ils risquent Non, mais ils seront payés. Ils seront payés. Oui, mais c'est pour la semaine. Pendant la semaine prochaine, le Front commun n'est pas en train de déclencher une grève illimitée. Donc, il y a une semaine là, ici, entre aujourd'hui puis le lundi où ça devient une grève illimitée. On va remettre le calendrier, pour le Front ça va commun. aider les gens à suivre ce qu'on dit. Là. Mais même s'ils sont payés, Patrice, les enfants ne pourront pas aller à l'école. Non, j'entends. Oui, pendant les 8, 9, 10, 11, 12. Mais pendant le 4, 5, 6, 7... La semaine prochaine, moi, je peux vous dire que si Viviane peut retourner à l'école en 4e année, ça serait une bonne idée pour tout le monde. Et pour tous ses petits amis, puis tous les enfants en difficulté, puis tous les... Je veux dire, il y a beaucoup de gens. Mais à voir. OK. Mais comme Hélène a si sagement dit, on ne sait pas exactement. On n'est pas On sait pas. Là, le fait qu'il n'y a pas de grosses nouvelles qui sortent de ça, M. Sebia, en commission parlementaire, c'est peut-être ça qui est intéressant à souligner. Bon, je vais vous faire entendre quand même M. Legault sur la privatisation. Là, on répète qu'il n'est pas question de privatiser Hydro-Québec. Et M. Sebia, il y a 2 aspects qui touchent les gens. Les tarifs, là, on est rendu en 2035, selon lui, pas plus que 3 %. Et le service, il y a eu des pannes la semaine dernière. On écoute tout ça. Il n'est pas question de privatiser Hydro-Québec. C'est un joyau qui appartient à tous les Québécois. Il faut comprendre que si on veut décarboner toute la planète, bien, il va falloir avoir des produits qui sont verts. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire des batteries pour des véhicules électriques. Ça veut dire de l'aluminium vert, donc qui rentre dans la composition de plein de produits, de l'acier vert. Tous des produits qu'on est capable de faire au Québec. Donc, le Québec est en train de devenir un leader mondial de l'économie verte. Est-ce que, selon nous, il y aura une augmentation à certains niveaux pour nos clients d'affaires? Selon nous, oui, c'est très probable. Hydro-Québec, dans le fond, Hydro-Québec est avant tout une entreprise de service. Cependant, carte sur table, présentement, notre niveau de service n'est tout simplement pas à la hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va reconstruire notre service. Bon, alors je voulais vous faire entendre les 2 aspects les plus concrets, tarifs et services. Il ne c'est pas à la hauteur. On l'a vu il y a quelques jours. Michel, je commence avec vous. Mais je répète, il n'y a pas de grosses nouvelles. Je pense que c'est terminé ou c'est sur le point de se terminer. Il revient à Hydro-Québec, puis merci, bonsoir. Oui, bien, M. Sebia avait déjà présenté son plan. Alors, je ne pense pas qu'il l'ait modifié depuis. Alors, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de grosses nouvelles. Mais sur les tarifs, on prend acte de ce que M. Sebia a dit. Mais c'est pas très catégorique. Il dit, c'est la supposition qu'on fait que d'ici 2035, on n'aura pas besoin de les augmenter de plus de 3 % Alors, c'est loin, en 2035. Et d'autre part, le gouvernement, Legault ne sera pas éternel. Il dit qu'il n'y aura jamais de hausse de plus de 3 % mais encore là, 2035, c'est loin. Et le projet de loi que M. Fitzgibbon va présenter quelque part, disons, dans les premiers mois de 2024, ne spécifiera pas ce chiffre-là. Alors, oui, c'est encourageant que ça ne soit pas plus de 3 % mais c'est pas coulé dans le ciment, mettons. Oui, il a dit, Fitzgibbon, par contre, pour les tarifs, pour les tarifs industriels, il faut que ça monte, parce que quand on en parlait il y a 2-3 semaines, on soulignait qu'il faut le financer, ce plan-là de développement qui est énorme. Chantal. Moi, je vais vous parler des pannes, parce que pour des raisons qui n'ont rien à voir avec Montréal, je suis familière avec les pannes. Et j'ai trouvé que c'était extraordinairement révélateur de l'état du réseau de dire on va avoir 35 % moins de pannes dans 7 à 10 ans. Pensez-y, là. 35 % c'est pas immense. 7 à 10 ans, c'est très, très loin. Donc, le réseau doit être vraiment en piteux état pour dire ce genre de choses. C'est un problème pour la CAQ, quelque part, parce que là où ce réseau est en piteux état, c'est en région. Mais 7 à 10 ans, pensez-y, 35 %, 7 à 10 ans. Moi, ça m'est resté dans la tête parce que je me suis vue avec beaucoup de pannes. Hélène.
Oui, moi, le 3 je le prends, j'allais dire avec un grain de sel, mais en fait, je devrais dire avec toute la salière. Parce que quand même, 2035, comme le disait Michel, c'est très, très loin. C'est minimum 3 prochaines élections, peut-être 4 si à travers tout ça, on a un gouvernement minoritaire. Mon Dieu, il y a tellement d'eau qui peuvent couler dans les turbines d'ici là. C'est à prendre donc avec beaucoup, beaucoup de scepticisme. On verra, mais fondamentalement, ce plan que M. Sebia nous a proposé, présenté il y a un mois de ça, qui prévoit des investissements colossaux, 155 à 185 milliards, c'est essentiellement tripler, parfois même quadrupler les investissements annuels actuels d'Hydro-Québec. Il faudra bien les financer, ça. Et donc, ça nous amène à ce débat qu'on devra avoir si ce ne sont pas les tarifs résidentiels qui vont augmenter. Ça pourrait être les tarifs donc corporatifs, mais il y a aussi toute cette question des redevances qu'Hydro-Québec verse au gouvernement québécois. Est-ce qu'elle pourrait être vue à la baisse? Et si oui, bien évidemment, ça devra être comblé autrement dans le budget québécois par des hausses d'impôts ou que sais-je. Alors, il y a quand même un débat qui se profile à l'horizon, là, qui va bien au-delà du tarif résidentiel. Vous avez raison de souligner, ce sont des vases communicants. Si on n'augmente pas les tarifs du résidentiel, il faut augmenter les autres. Si on n'augmente pas les autres, on donne moins d'argent au gouvernement. Bon, en anglais, s'il vous plaît. Vous la connaissez bien, Rachel Thomas, Chantal. On va entendre l'échange, députée pour les gens de Lethbridge en Alberta. On va entendre l'échange. Elle voulait que la ministre Pascale Saint-Onge parle en français dans un comité. Alors, voici comment ça s'est passé. Minister, I noticed that you answer my questions in French, but other English questions you answer in English if they're from your Liberal colleagues. I realize it's completely your choice. We're a bilingual country. But if at all possible, I'd love to have it. Rappel au règlement, Madame la Présidente. Rappel au règlement, Madame la Présidente. Je vais répondre dans ma langue maternelle parce que j'ai beaucoup de respect pour les questions de ma collègue, puis je vais être certaine d'utiliser le bon vocabulaire et de répondre de la bonne façon, puis d'être claire dans ma réponse. Nos invités, comme les membres de ce comité, peuvent s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. Nous avons un service d'interprétation extrêmement efficace. Je pense que la ministre a tout à fait le droit de répondre dans la langue de son choix. C'est insultant pour les Québécois, présentement, ce que j'entendais pour les francophones. Pour quelqu'un de mettre en question le bilinguisme au pays est offensant, je pense, de tout le monde. Je suis francophone, je viens du Québec. J'ai passé ma vie à défendre la langue française. J'ai étudié en littérature française et québécoise. Je trouve ça très insultant. Je trouve ça problématique qu'en 2023, il y a un parti politique qui ne semble pas comprendre cette importance-là de la dualité linguistique et aussi du fait français. Puis qu'on ait des commentaires comme ça, c'est complètement déplacé. Bon, Rachel Thomas s'est excusée après sur les réseaux sociaux. On va lire une petite phrase. Les conservateurs soutiennent, dit-elle maintenant, le bilinguisme officiel, la préservation de la langue française au Canada et le droit des Canadiens à communiquer dans la langue de leur choix. Chantal, je commence avec vous. Moment d'un autre âge ou moment très présent encore à Ottawa? C'est compliqué. D'abord, les excuses ont l'air... totalement dicté par le bureau du chef. C'est le genre d'excuses qu'on écrit quand on se fait dire quoi écrire. Deuxièmement, ça s'appelle mettre le pied dans un nid de guêpe. Il n'y a pas de façon plus rapide de le faire. Mais moi, je pense que ça n'a pas vraiment à voir avec le côté speak white, même si moi, personnellement, j'ai trouvé ça insultant, mais le résultat d'un exemple qui vient de haut, c'est-à-dire, M. Poilievre se sert de la période des questions tous les jours comme une scène de théâtre pour répéter ces lignes qu'il met sur les médias sociaux. Quand il le peut et qu'il trouve une victime, il aime ça montrer son échange avec un libéral qui, selon lui, n'est pas à la hauteur. Évidemment, pour avoir ce genre de résultat-là, ça prend une réponse en anglais. Et donc, on dit, pourriez-vous me répondre en anglais pour que je puisse montrer combien je suis brillante et que vous ne l'êtes pas, surtout que ce n'est pas votre première langue. Peut-être que vous allez en plus trébucher, vous allez aborder encore plus pas à la hauteur. Et donc, elle se met le pied dans les plats, mais je vous rappellerai que c'est la même députée qui avait promis de transformer ce comité en enfer. Bien, elle a bien réussi aujourd'hui, mais dans le mauvais sens pour elle. Michel.
Oui, évidemment, c'est pas acceptable. C'est dinosaurien comme attitude de la part de Mme Thomas, mais je note quand même, je n'ai pas suivi les travaux du comité, mais si je comprends bien, Mme Saint-Onge répondait en anglais aux questions de ses collègues libéraux. Et là, elle dit à Mme Thomas, mais par respect pour votre question, puis pour être bien comprise, je vais utiliser le français parce que je veux mieux choisir mon vocabulaire. Alors, quand elle répondait à ses collègues anglophones libéraux, ça ne dérangeait pas de dire quelque chose qu'ils comprendraient mal, mais quand arrive le cas de la députée conservatrice, là, c'est autre chose. Alors ça, je trouve ça assez curieux. D'autre part, je trouve, disons, amusant les contradictions chez les conservateurs. Il n'y a pas si longtemps, ça fait quand même quelques années, mais souvenez-vous, quand, je pense que c'est M. Berthold, député conservateur du Québec, francophone, qui avait reproché à la ministre du Revenu libérale francophone, Mme Boutillier, de ne pas parler anglais. Alors, il faudrait savoir. Hélène. Oui, je vais rebondir sur ce que Michel a dit. C'est vrai, il y avait un jeu là, qui se jouait. Là. Madame Saint-Onge, elle a parlé dans les deux langues. Elle répondait en anglais à des collègues libéraux. Elle s'est amusée à répondre systématiquement en français à Madame Harder, qui est une unilingue anglophone. Même qu'une fois, elle a commencé à parler en anglais, puis à ses reprises, c'était très discret, là, mais à ses reprises pour être sûre de le parler en français. Et je pense qu'il y avait là aussi une tactique pour provoquer Mme Harder. Je dis Mme Harder parce qu'elle a changé de nom. Hein. Elle s'appelle Rachel Thomas, mais elle a déjà été Rachel Harder. Et Mme Harder, donc, elle cumule les déclarations incendiaires. C'est elle qui, à ce même comité, là, avait associé CBC Radio-Canada au Hamas en disant « Parce que vous ne voulez pas les étiqueter de terroristes, vous êtes donc les alliés des terroristes. » Mais retournons en arrière, et c'est pour ça qu'on ne fait pas lien, parce qu'en 2021, elle s'appelait encore Rachel Harder. Elle avait dit à propos de ce projet de loi C11 là, visant à faire en sorte que les géants du Web financent eux aussi, comme les autres médias traditionnels, la culture canadienne. Elle avait dit... On sait bien pourquoi c'est les médias, les artistes québécois qui sont derrière ça, parce que les artistes québécois sont coincés dans le passé, sont pas capables de faire du matériel qui plaise aux gens, sont pas capables de vivre de leur art, et donc ils ont besoin de subventions. Imaginez, c'était extrêmement incendiaire. Alors, c'est Mme Thomas Harder qui est résumée là dans toute sa personne. C'est quelqu'un de très abrasif, une droite radicale. Vous êtes tombé dans le piège de Saint-Onge. Je pense que en tout cas, OK. Parlons de Radio-Canada. On va écouter Yves-François Blanchet et Mathieu Lacombe. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture au Québec. Yves-François Blanchet, on vient tout de suite. Je dois dire que c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction pour soutenir nos médias québécois. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai deux demandes bien précises. La première, c'est que ça s'adresse à des médias privés qui perdent des revenus publicitaires. Donc, je pense que CBC Radio-Canada devrait être exclu de ce partage de revenus. C'est la première chose. La deuxième, c'est que le gouvernement du Québec doit avoir son mot à dire dans la façon dont vont être partagés les revenus. M. Blanchet, là, par manque de temps, on le mettra une autre fois, il dit aussi... donc, êtes-vous d'accord que pour ce 100 millions-là, Radio-Canada passe son tour, autrement dit? Chantal, un tour de table rapide. Il y a une certaine logique là-dedans, dans le sens où il y a plusieurs institutions qui vivent ou qui meurent en fonction des revenus publicitaires. C'est certainement pas le cas de CBC et Radio-Canada, qu'on paye à même nos impôts. La crainte, évidemment, c'est à cause de l'envergure de CBC et Radio-Canada que l'institution mange la plus grosse partie du gâteau, qui est quand même assez limitée. Oui, et il y en a d'autres qui... Oui, Michel. Oui, bien, d'abord, on ne sait pas qui est admissible. Les règles, oui, ça seront connues, je pense que c'est le 19 décembre. Mais à tout événement, je pense que Radio-Canada devrait être exclu. Là. On voit que la misère, disons, n'est pas la même à Radio-Canada et dans les autres médias. Hélène, vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec mes collègues. Ça paraît qu'on est d'ailleurs, peut-être, on vit des périodes difficiles. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a Peter Menzies, qui était déjà au CRTC, qui a dit la même chose. Oui. Puis il y a même beaucoup de gens ici qui seraient d'accord. Bon, très bien. Hélène, Michel, Chantal, encore désolé de vous brusquer. C'est terminé. Il y a de la publicité ici aussi. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.